Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo qui vous résume l'actualité autour du développement et ça s'appelle Dev Café et c'est tous les jours ici sur cette chaîne YouTube dès 7h. Pour vous donner un petit aperçu du programme d'aujourd'hui, on parlera encore pas mal des App Store mais aussi d'iOS 17 et on terminera en revenant sur le problème qui est arrivé la semaine dernière chez Météo France. Mais avant ça, vous avez jusqu'à demain soir pour participer au concours où il y a 2 tickets de place à gagner pour Android Makers. On organise ça avec MWM qui est l'un des sponsors de cette conférence et donc pour rappel, un seul ticket ça coûte quand même 420€. Donc autant vous dire que vous auriez tort de ne pas y participer. Et d'ailleurs vous allez me dire mais comment faut-il faire pour y participer? Eh bien tout simplement en cliquant sur le lien qui est dans le commentaire épinglé. Allez, bonne chance à tous et préparez-vous car c'est bel et bien maintenant que commence ce Dev Café. Pour commencer, on va regarder les classements des applications et des jeux les plus téléchargés au niveau mondial, et ce autant sur l'App Store que sur le Google Play. Alors on va tout d'abord regarder les applications, et déjà on note qu'entre Instagram et TikTok, ça se joue quand même à pas beaucoup, avec juste 3 millions d'écart entre les deux. Et côté méta, autant Facebook que WhatsApp en fait semblent se porter assez bien, mais en fait pas tout à fait, car si vous regardez bien, Facebook il est carrément plus dans le top 10 sur iOS. Et cette tendance, elle avait commencé depuis la fin 2022 et rien ne l'a arrêté depuis. Et finalement, chose assez étonnante, quand on écoute finalement tout le ramdam autour de Bing et de ChatGPT, en fait c'est Google qui lui a piqué sa place. On note aussi que Shine se porte assez bien et que Spotify a réussi à rentrer dans le top 10, ce qui est plutôt assez rare là aussi. Côté jeu maintenant, le top est à peu près tout le temps le même, à savoir Subway Surfers qui avait dépassé les 4 milliards de téléchargements sur tous les supports confondus. Ça semble pas s'arrêter en si bon chemin, et pour le reste, il y a du Candy Crush, du Roblox, bref, j'imagine que vous connaissez la suite. À être sur cet aspect App Store, j'avais oublié de vous évoquer 2 sujets autour du Google Play, et donc je vous les donne rapidement. Le premier, c'est qu'en 2022, Google a tout de même bloqué pour 2 milliards de transactions frauduleuses sur le Google Play. Il cite notamment l'utilisation des moyens de paiement piratés, ou encore des personnes qui essaient de demander un remboursement alors qu'ils avaient déjà utilisé ce qu'ils avaient payé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous avez des retours à ce sujet, parce que par exemple, si vous avez des exemples sur les transactions qui ont été refusées, tout simplement parce que moi j'ai pas d'application qui utilise ce moyen de financement et j'ai pas vraiment de retour à donner. Donc voilà, si vous avez quelques petites secondes et que ça vous intéresse, et que ça vous concerne plutôt même d'ailleurs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et la deuxième info, elle est vraiment pour un tout petit public, car ça concerne Android Auto et Android Automotive uniquement, et là aussi uniquement les applications qui proposent de la domotique, et Google propose pour ça une interface optimisée, et vous pouvez demander de rejoindre le programme si ça vous intéresse, car ça peut être totalement finalement pertinent de, si vous avez oublié d'éteindre vos lumières, de le faire à distance une fois que vous êtes parti. Et à être sur Android, je poursuis avec un nouvel outil qui s'appelle Robodroid et qui cible un cas assez spécifique. Pour vous expliquer, je pourrais faire des dev cafés entiers sur les failles de sécurité qu'il y a autant sur Android que sur iOS, donc ça, ok, c'est un fait. Mais la question c'est plutôt de se dire, que puis-je faire pour éviter ça? Et justement, l'idée de Robodroid, c'est pas de vous donner des solutions pour protéger vos applis, mais plutôt de pouvoir simuler ces situations et donc de vous permettre de vérifier si vos applis elles tiennent le coup. Dans l'idée, ça fonctionne à l'aide de la techno Frida que je connaissais pas du tout, mais qui, pour la faire courte, vous permet d'injecter des scripts, que ce soit sur les plateformes mobiles ou desktop. En gros, vous allez écrire votre scénario sous la forme d'un workflow. Par exemple, ici, ça simule la réception d'un mail avec un APK modifié, et vous pouvez ensuite valider ou non les protections que vous avez mis en place. Pour le moment, c'est qu'une version 0.0.1, mais je pense quand même qu'il y a du potentiel derrière, car pour le moment, c'est un tout petit peu le calme plat sur les issues ou les pull requests. Mais bon, comme d'habitude, le lien pour en savoir plus, il est bien sûr dans la description. Après, je reste dans cette thématique Android, et c'est un peu l'expression « tel est pris qui croyait prendre », car en fait c'est un fil sur Reddit sur lequel un développeur est venu se plaindre. Alors pour vous expliquer, au début d'Android, il y avait les fameux boosters de RAM qui généralement, on va dire quand même faisaient plus de mal que de bien. Mais bon, c'est pas le problème, parce qu'en fait Google, tout simplement, ils n'en veulent plus maintenant sur le Google Play, même depuis quelques mois, parce que tout simplement, ils bannissent toutes les applis. Et tranquille, un développeur il vient nous expliquer qu'il a complètement changé la description de son application, et que c'est passé ni vu ni connu pendant plusieurs mois. Et bien sauf que maintenant, paf, il vient d'être suspendu du Google Play pour la fameuse Deceptive Behavior Policy, car tout simplement Google s'est rendu compte qu'il avait truandé. Et maintenant, qu'est-ce que vient faire le développeur? Il vient se plaindre en disant que son application, elle faisait plein d'autres choses, et je vais pas vous traduire son langage parce qu'il est quand même, on va dire, assez dur, mais mon cher monsieur, c'est pas parce que tu fais une appli à moitié légale que l'autre partie, elle a pour autant le droit d'être là. Donc si au lieu d'avoir modifié la description, il avait plutôt retiré la fonctionnalité, il n'aurait pas eu de problème aujourd'hui, car forcément, s'il a changé la description, c'est qu'il connaissait bien la problématique. Bref, hier je vous disais que c'était un peu le mode facepalm pour les décideurs de la TNT en France, mais bon, faut quand même se dire que ça vole pas toujours très haut non plus parmi les devs. Bon allez, j'ai encore une autre histoire pas tout à fait dans le même genre à vous raconter, mais vu qu'il faut que j'augmente le watch time, voici les actus en bref.
Aujourd'hui, on va beaucoup évoquer Twitter avec dans un premier temps des chiffres qui ne sont pas très bons. Sur un an, le trafic sur le site est en baisse de 7,7% et l'application Android voit son nombre d'utilisateurs actifs quotidiens se réduire de 10%. En parallèle, Twitter publie son algorithme de recommandation depuis quelques semaines et il vient d'être mis à jour depuis. Il en ressort que générer des commentaires et des réponses est un critère majeur là où la diffusion d'une vidéo a un impact très minime. D'ailleurs, l'abonnement Twitter Blue vous offre plus de visibilité avec du x4 dans votre réseau ou du x2 sinon. Et dernier sujet autour de Twitter, un ingénieur japonais s'est amusé à créer une console dédiée au réseau social. Malheureusement, elle utilise l'ancienne API et ne fonctionne plus désormais. Mais son petit montage à base de Raspberry Pi était tout de même intéressant à noter. Après les rumeurs de ce week-end, ça y est, c'est officiel, Sega Europe vient d'annoncer le rachat de Rovio pour environ 706 millions d'euros. Pour rappel, Rovio est derrière la franchise Angry Birds, même si elle n'a jamais vraiment réussi à proposer autre chose. Et enfin, vous avez probablement vu la polémique autour d'un cher maître Gims et des Égyptiens qui maîtrisaient déjà l'électricité. Mais en tout bon clash, Booba lui a répondu avec une manette Xbox égyptienne de bon goût. Comme quoi même les rappeurs savent troller autour de la tech. Et voilà donc la fameuse histoire qui cette fois-ci concerne un bug que Google a tout de même mis 4 mois à corriger. Alors pour vous expliquer, un développeur qui affichait une map view avait laissé le bouton pour lancer Street View, sachant que normalement, en cliquant dessus, ça doit tout simplement lancer Google Maps via un deep link. Sauf que suite à une mise à jour de Google Maps, quand l'application Maps s'ouvre, l'écran y charge indéfiniment. Alors bon, je vous zappe quelques étapes de son histoire, mais le développeur y poste alors un bug en décembre, en expliquant que c'est bien pas de chez eux, mais bien du côté de chez Google, avec en plus le code pour reproduire. Entre temps, il y a même d'autres développeurs qui confirment, mais Google, ils disent non, c'est pas nous le SDK Google Maps, mais plutôt à cause des intents, et ils ferment alors le ticket. Sauf que c'est bien gentil, mais en réalité, le bug, il est toujours là, et donc ils essaient alors de poster un bug, mais cette fois-ci via la console de la Google Maps plateforme, et idem, won't fix. Mais en réalité, quand Google répond via la console, c'est avec un email en cloudsupport@google.com, sauf que chez lui, c'était tombé dans ses spams. Et justement, à l'intérieur, on lui expliquait que la bonne équipe avait été notifiée. Mais ça s'arrête pas en si bon chemin, car en fait, on lui a répondu que cette fonctionnalité, elle était normalement payante. Mais la personne de Google, elle a pas compris qu'ils veulent pas l'afficher dans leur appli, mais juste avoir un deep link qui lui est bien gratuit. Et la magie, tout à coup, les gens de Google se mettent à comprendre. Sauf que là, à ce moment-là, on est fin février et que le temps que le fixe soit déployé, c'est le cas depuis début avril. Donc tout ça a mis 4 mois. Bref, ce qu'il faut retenir de cette histoire, c'est qu'assurez-vous bien de regarder dans vos spams, et qu'une fois que vous avez un bug, préparez-vous à ce que Google mette longtemps avant de le corriger. Mais malgré tout, on va quand même rester positif, car je vais terminer là aussi avec une petite expression. Tout est bien qui finit bien. Allez, on referme un peu toutes ces histoires, et il faut dire qu'en ce moment ça se fait quand même un peu plus calme du côté de chez Apple, et chose que j'aime pas trop faire, il s'agit de rumeurs, mais bon, elles sont quand même données par Mark Gurman qui est chez Bloomberg, et généralement il se trompe pas trop. Selon ces infos et d'une manière générale, il ne faudrait pas s'attendre à un très grand cru cette année à la WWDC, autant pour iOS que pour iPadOS, car a priori le focus sera mis sur les fameux casques de réalité virtuelle ou mixte, en gros les trucs qu'on entend parler depuis des années. Et sur iOS 17, il serait question de permettre le sideloading et donc de pouvoir installer des applications sans passer par l'App Store. Mais malheureusement, il en dit pas plus et ça paraît quand même assez vague. Est-ce qu'il faudra un Mac? Est-ce qu'il faudra un compte développeur? On n'en sait pas plus. Donc voilà, en tout cas, vous en savez autant que moi désormais. Juste avant d'évoquer le dernier sujet du jour, on va parler de Nugget qui est le gestionnaire de package pour l'environnement .NET. Et je l'aurais jamais imaginé, mais ils viennent de mettre à jour leurs guidelines car il y aurait eu, et je traduis en fait l'article, une augmentation des comportements non souhaités et des discours de haine qui peuvent être nuisibles et intimidants pour de nombreux utilisateurs. C'est pour cette raison que les conditions ont été mises à jour et idem pour le Code of Conduct. Et finalement, c'est quand même fou de voir que ce genre de discours, il peut même se propager dans des packages. On atteint vraiment des sommets en termes de conneries. Bref, c'est clairement pas des règles qui feront que les packages seront plus safe, mais si en plus maintenant des malwares et qu'en sort les modérateurs, ils doivent s'assurer que le contenu de la doc, elle est pas agressive, là aussi, je vous sors une expression, on n'est pas sorti de l'auberge. Et voici enfin la dernière info du jour, car la semaine dernière, je vous avais indiqué que le site et les applications de Météo France ne fonctionnaient plus, et ils indiquaient juste un vague « Nous rencontrons des problèmes techniques sur Twitter », donc autant dire qu'on n'en savait pas plus. Sauf qu'avec un peu de recul, Stéphane Bortsmeyer, que vous connaissez peut-être plutôt avec son image de profil, en tout cas c'est mon cas, il avait essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et pour commencer, il a regardé les DNS et il s'est rendu compte qu'il y avait 2 noms de serveurs, ce qui est quand même assez petit et assez limite en fait pour un aussi gros site. Mais on voit tout de même que météofrance.com redirige vers météo.fr. Et là derrière les météo.fr, c'est pareil, il n'y a plus personne qui répond. D'ailleurs, les plus pointilleux d'entre vous remarqueront 2 choses qui vont pas. D'une part qu'ils utilisent toujours de l'IPv4, mais surtout que les IP elles sont très proches, ce qui pourrait signifier que les machines elles sont aussi proches physiquement.
Mais quelques heures plus tard, le site est refait surface avec cette fois-ci des noms de serveurs en segui.eu, qui est tout simplement Cloudflare. Car en réalité, entre-temps, Météo France a expliqué avoir été victime d'une attaque de type DDoS, et ils ont mis Cloudflare en frontal parce que c'était tout simplement le plus simple et le plus rapide pour eux. Maintenant que tout est revenu à la normale, les serveurs de nom ont encore changé, mais c'est toujours Cloudflare derrière. Il y a donc ici deux choses à retenir. D'une, que c'est malheureux de voir que des solutions comme celle d'OVH, elles n'ont pas été privilégiées. Et ensuite, finalement, qu'utiliser ce type de solution sur vos sites, c'est toujours bon à faire. Bon allez, ok, je le reconnais, j'ai critiqué Météo France pour utiliser Cloudflare, mais ils ont quand même l'avantage d'avoir une version gratuite qui est quand même très très utile pour nos usages. Et voilà, j'espère que cet épisode de Dev Café vous aura plu. Avant de se quitter, voilà les deux infos à savoir. D'une part, faites un coucou aux camels et aux parfaits, qui doivent quand même se faire un tout petit peu chambrer. Et ensuite, place au dicton qui dit qu'Avril fait la fleur, mais en a l'honneur. Comme d'habitude, on va les croire, et d'ailleurs n'oubliez pas de mettre le petit pouce vers le haut, car c'est vraiment la fin de ce Dev Café cette fois-ci. Mais bon, comme d'habitude, on se redonne rendez-vous ici, demain matin, même heure et même endroit.